bien, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Madame Karine Cornaille. Monsieur Marc Moncel. Madame Chantal Bouillet. Monsieur Daniel Leroux. Madame Diane Biduyer est absente et donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Françoise Suvet. Elle arrive. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Monsieur Marc Zézel est absent et donne procuration à Madame Suvet. Madame Van Rijswijk, elle est absente. Monsieur Nicolas Vignol. Madame Marie-Noëlle Lopez est absente et donne procuration à Monsieur Willemot. Monsieur Tristan Derrick. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Patrick Sens est absent et donne procuration à Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Henri Willemot. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou est absent et donne procuration à Madame Annie Caïzé, qui n'est pas là. Monsieur Christophe Chevillon est absent et donne procuration à Monsieur Fairbank. Madame Martine Lagneau. Monsieur Christophe Aubled est absent. Madame Sam Kaji, absente. Madame Valérie Larocque me donne procuration. Monsieur Pierre Fairbank. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Desto. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Germaine Newedou est absente. Madame Charlène Soérip est absente et donne procuration à Madame Lagneau. Monsieur Mathieu Wanema est absent et donne procuration à Madame Dinaret. Madame Annie Caïzé, elle est absente. Monsieur André Wameau, absent. Monsieur Jean-Claude Briot, absent. Madame Isabelle Lafleur, absente. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois, Monsieur Gaël Liano, absent. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni, Monsieur Charles-Éric, Monsieur Philippe Blaise, Madame Félicia Ballanger, absente. Madame Sonia Bacchès, Madame Dominique Corfanti, Monsieur Angelo Pito, Madame Dinaret, Madame Mireille Lévy, Monsieur Nadrian, Madame Paul Gargon. Très bien. Le quorum est atteint, donc nous allons pouvoir tenir notre séance. Alors, je propose la désignation de Monsieur Alexandre Machefoul comme secrétaire de séance. Et enfin, Monsieur Hilarion Vendégou est décédé le 11 janvier dernier, ancien sénateur, grand chef de l'île des Pins, mais aussi maire de l'île des Pins. Son implication politique au service de la Nouvelle-Calédonie s'est exercée au Sénat, à la province sud et au Congrès, et bien sûr dans sa mairie à l'île des Pins. Hilarion Vendégou, dans les mandats qu'il a exercés, a été un fervent défenseur d'une Nouvelle-Calédonie dans la France. Et c'est ce matin que nous avons appris le décès de M. Éric Verlaguet, ancien maître nageur sauveteur à la piscine de Rivière-Salée. Il a travaillé 37 ans en mairie, à la division des espaces verts, au service des sports et au service municipal d'hygiène. Et il avait pris sa retraite en janvier 2015. Le conseil municipal, bien sûr, se joint à moi pour adresser nos condoléances sincères aux familles d'Hilarion Vendégou et de M. Verlaguet. Et avant de débuter nos travaux, en leur hommage, je vous propose que nous observions 1 minute de silence.
Je vous remercie. Monsieur Briot et François Souris qui sont arrivés. Alors, je constate l'arrivée de Monsieur Jean-Claude Briot et de Madame Françoise Suvet. Alors, nous allons passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Je vous propose de prendre en premier point à l'ordre du jour de cette séance la note explicative de synthèse 2020-01 qui est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder à la succession de Monsieur Hilarion Vendégout. Alors, il est vrai que cette note explicative de synthèse n'a pas passé le filtre de la commission, mais entre le décès de Monsieur Vendégout et ce conseil municipal, réunir une commission uniquement, le temps qui nous était imparti était un petit peu court, mais je pense que la démarche qui est faite sur la gratuité des frais de morgue de Hilarion Vendégout va ne pas poser de problème à aucun d'entre nous ici au niveau du conseil municipal. Et donc je vais passer la parole à Monsieur Romain Perrault, secrétaire général, pour donner lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Figure politique de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur Hilarion Vendégout est décédé le 11 janvier 2020 à l'âge de 71 ans. Grand chef de l'île des Pins, il devient maire de cette commune en 1989, tout en s'investissant dans la vie politique du pays au travers de ses mandats de conseiller de la province Sud et de membre du Congrès. Il représente la Nouvelle-Calédonie dans les plus hautes institutions de la République lorsqu'il est élu sénateur de 2011 à 2017. Il aura à cœur tout au long de ses mandats de défendre une Calédonie française. Il est proposé d'accorder à sa succession la gratuité des frais de morgue pour un montant total de 68 050 francs. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, je vous remercie, Monsieur le secrétaire général. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Le deuxième point de ce conseil concerne la note explicative de synthèse 2020-02. Elle est relative au débat d'orientation budgétaire 2020. Conformément à l'article L212-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif de l'exercice à venir. Celui-ci a pour objectif d'annoncer les orientations générales du prochain budget. Ce débat d'orientation budgétaire préalable au prochain budget, qui sera étudié en commission du budget et des finances le 17 février prochain, et sera voté en conseil municipal le 27 février. Dans la note explicative de synthèse, il est fait un rappel du contexte économique et financier local, un exposé de la situation financière de la ville et une projection des tendances budgétaires à venir. Alors, un diaporama représentant les graphiques du document va être proposé, projeté, et je vais passer la parole, vous vous en doutez tous, à Madame Anne-Christine Chimanti pour nous faire la présentation avant d'engager le débat. Vous avez la parole, Madame Chimanti. Merci, Madame le maire. Donc, bonsoir à tous. Alors, on va commencer, comme l'a dit Madame le maire, on va commencer d'abord par la conjoncture économique mondiale, puis après on viendra sur la situation de la ville. Alors, sur cette slide, on voit, donc on a parlé du nickel, puisque le nickel, j'allais dire, comme on sait, hein, ça nous préoccupe, ça nous concerne, on est en plein dedans. Donc, on prend toujours les mêmes données. Hein. Le dernier bulletin de l'IOM du 3e trimestre 2019, publié en décembre 2019. Donc, comme vous pouvez voir, le cours du nickel est au plus haut depuis près de 4 ans. Donc, c'est le cours moyen du nickel, vous voyez. Donc, c'est merveilleux. Donc, on est vraiment au plus haut. Au 3e trimestre 2019, on voit que nos stocks mondiaux, ils ont continué de fondre. Donc, on est à moins 38,8% en rythme annuel, atteignant leur plus bas niveau depuis fin 2012. Alors, ça a été à cause de quoi? L'arrêt annoncé de l'exportation du minerai en Indonésie, la baisse des stocks, donc qui a fortement secoué le marché et a favorisé la remontée du cours du nickel. Donc, plus 27% sur 3 mois. Donc là, on a vraiment une situation, j'allais dire, merveilleuse pour aller, tout va bien, quoi.
Alors, par voie de conséquence, donc qu'est-ce qui s'est passé? Notre production minière, elle a progressé de 7,3%. Les exportations minières, elles ont augmenté de 12,9% en glissement annuel. Donc, il y a aussi la traduction des récentes autorisations d'exportation du minerai. Alors, ça, c'est pour le mondial. Et nous, qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, la production métallurgique, elle progresse quant à elle de plus 11,6% trimestriellement. Mais l'IOM explique que sa progression annuelle est inférieure de 13% par rapport à l'an dernier. Et du fait de quoi? Des difficultés d'exploitation et de la montée en puissance de nos usines. Donc, et les exportations métallurgiques du nickel sont donc en baisse annuellement en valeur, moins 8%. Donc, on continue à creuser notre déficit commercial. Donc, dans le monde, ça va bien. Chez nous, ça va beaucoup moins bien. En gros, c'est ça. Alors, ensuite, l'indicateur du climat des affaires. Donc là, comme vous le savez, l'indicateur du climat des affaires, ça résume l'opinion des entrepreneurs calédoniens sur la conjoncture locale. Donc en 2015, on était à 95 points. On est passé à 2018 à 85,4 points pour arriver à 90,6 points au troisième trimestre 2019. Donc, on va dire que ça va mieux. Mais l'agence calédonienne de l'IOM précise que bien que cet indicateur a progressé, il reste tout de même dans un environnement relativement dégradé avec des tensions financières qui pèsent sur les entreprises, qui jugent que leur niveau de trésorerie et délai de paiement se maintiennent à des niveaux défavorables. Ce profil peut être interprété comme le résultat d'une succession d'incertitudes institutionnelles, nickel, finances publiques, grands chantiers, qui apparaissent comme des menaces et se traduit par une activité économique sans ressort et molle. Donc, globalement, les autres secteurs tels que le BTP est dans l'attente des commandes publiques, le secteur du commerce connaît des difficultés liées à la baisse de consommation des ménages et on a aussi un ralentissement du marché immobilier que l'on n'avait pas avant, mais maintenant on commence à l'avoir. Donc, seuls les secteurs tertiaires et touristiques semblent se stabiliser. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous parlais aussi de ça, c'est que l'IOM, elle indique que 55% de notre PIB est lié à la dépense publique. C'est important, ça, 55%. Donc, l'Institut analyse la dépense publique plus importante que le NICEM en termes de richesse économique. 15% provient de l'État, 25% des collectivités locales et 15% des prestations sociales. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, je tiens à préciser par ailleurs que dans les débats d'orientation budgétaire présentés aux élus du Congrès, il a aussi été fait mention de la très forte inquiétude en ce qui concerne les comptes sociaux dont les problèmes de trésorerie se cumulent depuis plusieurs années. Donc voilà, là vous avez tous les éléments. Vous pouvez maintenant analyser. Alors maintenant, on va passer à la ville de Nouméa. Alors, la ville de Nouméa, donc stabilisation de ses recettes de fonctionnement. Donc là, on a donc... moi, je vais plus loin, je pars depuis 2014. Là, sur un slide, j'ai 2014. Non, je prends depuis 2013, en fait. Mais là, on a 2014. Alors, en ce qui concerne les dotations et la fiscalité, la ville, elle a perdu 3,5 milliards en 5 ans. Cette situation est liée à la dégradation progressive de l'économie calédonienne depuis 2016. Ça explique la diminution des recettes fiscales de la ville et donc aussi de l'assiette de répartition qui nous permet de bénéficier des dotations FIP. On a donc une perte de notre fiscalité et une perte aussi de nos dotations. Donc là, on va faire une explication. Dans un premier temps, je vais vous parler donc de la fiscalité communale. Comme on peut observer sur le graphique, donc moi j'ai les chiffres de 2013 à 2019, les centimes additionnels ont baissé pour un montant de 2,5 milliards, soit 25%. Alors, principalement, on a des impôts qui sont liés à l'activité, parce que suivant les impôts, c'est pas le même comportement, vous voyez. Alors, les impôts liés à l'activité, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu l'IRVM, on a perdu 1,680 milliards, soit 60% en 6 ans. Les centimes de la patente aussi, on a diminué de 447 millions, soit 16%. Ça, ces impôts-là, ils sont vraiment liés à l'activité économique. On a un impôt aussi qui a diminué, c'est la taxe sur les jeux. À la taxe sur les jeux, on a perdu 194 millions. Et vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est un impôt lié au comportement des joueurs. Parce que depuis qu'on ne peut plus fumer dans les salles, eh ben, plus personne ne va jouer. Voilà. Donc, on a perdu, eh bien oui, c'est vrai, c'est une réalité, on l'a constaté. Donc, on a perdu 194 millions. Voilà, maintenant, vous réfléchissez si vous voulez remettre la cigarette ou pas pour avoir de l'argent. C'est un choix, hein. Tout est un choix, hein. On est d'accord. Bon, alors...
Non, mais je dis ça comme ça. Ah, mais c'est vrai, il faut dire. Bon. Alors, par contre, les droits d'enregistrement, eux, ils ont augmenté de 300 millions, soit 27%, et la contribution foncière, 211 millions. Et là, vous voyez que c'est des impôts liés à l'immobilier. Donc là, jusqu'en 2019, tout va bien pour l'immobilier. On a des sous, ça vend, on achète, etc., etc. Bon. Puis on s'installe, parce que la contribution foncière, c'est quand vous achetez un endroit, donc vous payez la contribution foncière. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre grand sujet. C'est l'assiette du budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez ce qu'il y a dans l'assiette de budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie? Vous savez? C'est quoi les impôts qu'il y a dedans? Alors, vous avez de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés, c'est 27 milliards par an. Hein. L'impôt sur les revenus, c'est 22 milliards par an. Vous avez les droits de douane. Les droits de douane, ça peut aller jusqu'à 7 milliards. Les ventes de tabac. Eh oui, les ventes de tabac font partie de l'assiette de répartition. Donc, la plupart de ces impôts, si vous voulez, sont liés à l'activité économique. Ce qui peut expliquer, pour partie, la baisse de cette recette, de cette assiette, puisqu'on a une baisse de notre activité économique. Et puis, on a... Non, le vente de tabac, on a maintenu quand même. Alors, en 2012, l'assiette de répartition, elle vous permet après de donner les dotations aux provinces et ensuite de donner les dotations aussi aux communes. Vous voyez, c'est cette assiette-là qui vous permet de faire ça. Alors, en 2012, l'assiette de répartition, elle était d'un montant de 125 milliards. D'accord ? En 2016, elle est tombée à 116 milliards. Pour arriver en 2018 à 106 milliards. Donc, on a perdu 19 milliards. Donc ça explique aussi pourquoi on a une baisse de nos dotations. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas eu seulement que la situation économique qui explique la baisse de 19 milliards. Il y a eu aussi le choix, à un moment donné, de transférer des impôts et taxes vers le budget de reversement. Dans l'autre slide, je vous parlais des difficultés des comptes sociaux, avec un cumulé de trésorerie qui date. Alors, les élus, ils ont cherché des solutions, etc. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, on va transférer des impôts du budget de répartition vers le budget de reversement pour affecter à l'agence sanitaire qui va permettre de payer le RUAM et tout ça. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on a supprimé la contribution exceptionnelle de solidarité et on a perdu 1,7 milliard. Vous voyez, par exemple. On a eu aussi le transfert de la taxe sur les jeux en 2015 vers la province sud, puisque là, c'était encore un autre sujet. Et là, on a diminué l'assiette de 2,5 milliards. Je veux dire qu'il y a le problème économique et après, il y a les choix. Il y a les choix, à un moment donné, qu'on fait. Alors, maintenant, pour le budget primitif 2020, la Nouvelle-Calédonie, elle a commencé à inverser la tendance, c'est-à-dire de ramener les impôts et taxes du budget de reversement vers celui de répartition. Donc là, on a un espoir que les dotations, elles vont s'améliorer. Vous voyez ? Alors, la commune, en termes de dotation, entre 2013 et 2019, elle a perdu 1 milliard. L'effet cliquet de l'article 18 de la loi organique, elle n'a pas pu protéger la commune, car le niveau des recettes fiscales de 2018 avait tellement diminué que le fameux seuil des 18% a été dépassé. Donc, de ce fait, les communes ont eu, tout le monde a eu ces dotations de MVC. Alors, pour compenser cet effet de dotation et fiscalité, la commune, elle a travaillé sur ses recettes propres. Et là, vous pouvez voir, regardez, les recettes propres, on a augmenté de 600 millions entre 2018 et 2019. On a augmenté parce qu'on a eu plus de droits de raccordement, puisqu'on fait tout un travail, Françoise, sur les droits de raccordement. Donc, on a plus 114 millions. La Réom, plus 90 millions. Les locations du domaine public, on a eu plus 42 millions. Les équipements sportifs dans la piscine de Magenta, on a plus 43 millions. Et autres. Alors, ces nouvelles rentrées ont permis de compenser et de ramener le manque à gagner à 2,8 milliards au lieu de 3,5 milliards. C'est pour ça que vous avez 2,8 milliards. Voilà. Ça, c'est pour les recettes. Alors, les dépenses de fonctionnement contenues. Alors, quel a été l'objectif de la ville depuis 2014 et donc on compare, moi j'ai une comparaison à partir de 2013. Donc, on a diminué dans un premier temps les dépenses de fonctionnement, c'est ce que vous pouvez voir, et après, on les a maintenues. Au global, cette baisse entre 2013 et 2019, elle fait 5%.
Tout d'abord, par exemple, les dépenses de gestion. On va regarder les dépenses de gestion. Vous voyez que de 6 milliards, on passe à 5 milliards 8. Entre 2016, 6 milliards 3 entre 2016 et 2019, parce que là, on a mis, en fait, des actions en place, telles que l'optimisation des charges fixes, les fluides, l'énergie, la téléphonie, les frais de gardiennage et location immobilière. On a permis de diminuer de 13%, soit 128 millions de ces dépenses par rapport à 2016. Et cette optimisation, on l'a faite grâce à la centralisation de la gestion des crédits, une mise en place du contrôle des consommations, la réorganisation des prestations de gardiennage, par exemple, et le changement de politique du logement des personnels. Ensuite, en termes d'entretien du patrimoine, on a rationalisé l'organisation du travail des prestations. Donc, on est arrivé à une baisse de 26%, soit plus de 350 millions. Donc là, je veux dire, c'est un choix de gestion. À un moment donné, on fait des choix, qu'est-ce qu'on fait, et l'objectif à chaque fois, c'est de rationaliser. Alors, les charges personnelles, donc, entre 2018 et 2019, elles sont restées stables, malgré l'augmentation du point d'indice, c'est-à-dire qu'on a absorbé le point d'indice. Vous connaissez le GVT, glissement, vieillissement, technicité, l'ancienneté, etc. Voilà. La prise en compte de l'intégration du personnel dans le cadre des concours, puisque là, vous avez forcément une augmentation du salaire, et les promotions au choix. Je tiens à rappeler qu'il n'y a eu aucune création de postes, voire même des mutualisations de postes, notamment avec la réorganisation de certaines tâches administratives. Alors, et puis par ailleurs, la ville, elle a maintenu ses subventions et contributions. C'est les carrés mauves. C'est bon? Alors, l'épargne. Une épargne qui se maintient. On voit que pendant toutes ces années-là, on a, malgré la baisse de recettes de 12%, le niveau d'épargne moyen de 2014 à 2019, on a un montant de 3,5 milliards, qui correspond à un taux de 15%, et ce taux-là, il est donc conforme à ce que nous demandent les caisses prêteuses. Donc je rappelle que cette épargne permet à la ville de rembourser sa dette, de financer une partie de ses investissements, et que c'est la première source de financement des investissements. Alors, je vais me permettre de faire une comparaison là. Alors, j'ai été regarder sur la mandature précédente. La mandature précédente, ils avaient un taux moyen de 3,3 milliards d'épargne. Donc nous, on a 3,5, ils avaient 3,3. Alors, après, ensuite, ce qui va être intéressant par rapport à ces taux d'épargne, c'est de regarder l'investissement. Dominique, merci. Alors, donc, un investissement soutenu. Alors, quand vous regardez, de 2014 à 2019, la ville, elle a investi 32,7 milliards. Quand vous additionnez tout ça, ça fait 32,7 milliards, avec un taux d'épargne de 3,5 milliards. Si je regarde ma précédente mandature, là, ils avaient un investissement de 27,653 milliards pour 3,3 milliards d'épargne moyen. Voilà. Les chiffres, ils sont là, ils disent ça, c'est tout. Et on a dû faire avec moins 2,8 milliards de recettes. Et on a réussi à maintenir notre épargne. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur les dépenses de fonctionnement avec les rationalisations, etc. Donc, notre épargne nette, les subventions d'investissement et les résultats cumulés qui constituent le fonds de roulement ont permis de financer ces dépenses. Donc là, c'est un taux de 67%. Et le recours à l'emprunt, lui, il a été que de 33% du financement de l'investissement. Et là, j'insiste, la commune a injecté plus de 32,7 milliards dans l'économie calédonienne entre 2014 et 2019. Ensuite, alors, notre encours de notre dette. Donc, la ville a un stock d'emprunt de 13 milliards qui s'éteindra en 2036. Le montant de 1,1 milliard 189, ça correspond au remboursement en année pleine de 29 emprunts établis depuis 1998. Alors, les ratios. Comme vous voyez, ça, ces ratios-là, on vous les expose, puisque c'est des ratios qui sont demandés à chaque fois par l'AFD, par les caisses prêteuses. La ville, elle a donc un taux de 67,4%, donc on est largement inférieur à la norme bancaire, parce que la norme bancaire est de 150%.
Elle a encore donc des marges de manœuvre sur son endettement, à condition qu'elle continue à dégager de l'épargne et qu'elle continue, j'allais dire, d'optimiser et de rationaliser ses dépenses. La solvabilité de la ville, elle est de 4,4 années, pour une norme bancaire de 7 années. Donc, on peut estimer que l'épargne dégagée est donc suffisante pour le remboursement de sa dette, conformément aux normes budgétaires. Alors, la situation des autorisations de programme et des crédits de paiement. Alors, au 31 décembre 2019, on a 50 autorisations de programme qui sont en cours d'exécution. Ils représentent 34 milliards de dépenses. Cependant, on a déjà 24,832 milliards de crédits de paiement qui ont déjà été inscrits. Il nous reste donc 9 milliards 326 de crédits de paiement à réaliser, dont 4 milliards d'opérations nouvelles en 2020 et des restes à réaliser de 882 millions pour 2019. Maintenant, on va voir donc les perspectives 2020-2022. Alors, compte tenu de la baisse des recettes, de la nécessité de maîtriser les dépenses, un scénario vous est proposé avec une légère augmentation globale, soit 1% des dépenses de fonctionnement. Cette proposition est possible grâce à l'optimisation du fonctionnement des services et en maintenant les charges de personnel, les subventions et les contributions. La rationalisation des dépenses d'investissement, parce qu'on a fait un plan pluriannuel d'investissement qui existe voilà, grâce au secteur aménagement, merci. Alors, nous permet d'établir un volume de 4,8 milliards pour 2020. Après avoir commencé à mettre en place des outils de contrôle de gestion, 2020 verra la continuité de la mise en place du contrôle interne et du plan pluriannuel de fonctionnement. Alors, toutes ces actions, elles font partie du plan de performance qui nous permettent avant tout le maintien de la commande publique auprès des entreprises. Et cette priorité, elle continue à dynamiser l'économie calédonienne, réaliser des infrastructures et équipements nécessaires au développement de la ville. Alors, pour les années suivantes, c'est-à-dire après 2020, on a fait un choix, voilà, c'est une proposition, un choix des programmes d'investissement de 5 milliards. On a un scénario prudent qui est basé sur une économie calédonienne si elle ne parviendrait pas à redécoller. On a préféré rester voilà, moyen, prudent, pour être sûr. Alors, dans ce scénario-là, donc notre épargne, elle est stabilisée. Donc, l'ensemble des dépenses de fonctionnement, comme je vous l'ai déjà dit, il progresse au rythme de 1%. En recettes, seule de l'exploitation progresserait de 1%, notamment avec les nouveaux revenus locatifs du quai. La baisse du FIP est intégrée dans cette projection parce que, pour votre information, la dotation annuelle du FIP passe de 5,280 milliards à 4,840 milliards. On a donc une baisse de plus de 440 millions. Et en réalité, avec tout ce qu'on doit voir après par rapport à 2018, on a encore plus de diminution. L'épargne brute est stabilisée, il permet de garantir en toute sécurité le remboursement de la dette et une partie de l'autofinancement de l'investissement. Alors, ensuite, donc, notre investissement il est financé donc par l'épargne et par l'emprunt. Donc, pour pouvoir maintenir une commande publique, la commune a recours à l'emprunt. Donc là, vous pouvez voir qu'on a fait un choix de plusieurs emprunts. 2,2 milliards en 2019, il serait maintenu à 2,2 milliards jusqu'en 2022. Et ça, c'est l'épargne, c'est l'emprunt moyen. Ensuite, le taux d'endettement. Donc là, comme vous pouvez constater, jusqu'à 2022, le taux d'endettement reste en dessous du seuil préconisé par les bailleurs de fonds. Donc, on est donc à 82% en 2022. Ensuite, nos équilibres financiers. Donc, voilà, ça, c'est des ratios qui sont importants et que l'AFD regarde. C'est l'épargne. Notre épargne, il reste à 15%. Et notre solvabilité, on est en 2022 à 5,6%. 5 années, pardon. 5 années, 5,6. Bon. Seule la reprise de la croissance économique et la poursuite d'une gestion rigoureuse de la ville maintiendront ce ratio. A contrario, celui-ci pourrait se dégrader. Donc là, on va voir par la suite, quoi, dans l'avenir. Ensuite, donc là, on vous présente les orientations du budget 2020, donc les intitulés par rapport à nos ambitions. Donc une ville sécurisante.
On propose donc une nouvelle tranche de 40 caméras de vidéoprotection, ce qui nous permet de porter à 160 caméras sur la ville. Ensuite, on a des moyens supplémentaires donc pour la police et les pompiers, donc on continue à renouveler les véhicules. On va renforcer encore la brigade canine. Et la réduction des zones d'ombre, parce que la réduction des zones d'ombre reste une priorité pour la ville, en conformité avec le plan de la transition énergétique. Et l'ensemble de ces travaux représente 130 millions. Alors, pour le projet urbain modernisé, pour une ville responsable et durable, donc toutes ces opérations que vous voyez là, elles répondent au schéma directeur d'assainissement. Et ils se déroulent avec des priorités, puisque je veux dire, il y a tellement à faire, que là, à chaque fois, vous avez des priorités. Donc, dans les priorités, vous retrouvez l'extension, donc les steppes de Yahweh, de Rivière-Salée, les rejets polluants de Lansvata, et le raccordement de Sakamoto, permettant à terme de développer un projet d'accession à la propriété pour les jeunes ménages. Ensuite, on a le renouvellement de la conduite d'eau du barrage d'Imbéa qui alimente en eau l'ensemble de la ville. Donc, on a 900 mètres de conduite pour près de 364 millions. L'ensemble des travaux en matière d'eau et d'assainissement représente un montant de plus de 1,3 milliard qui vont aller donc de Lansvata à Rivière-Salée. Et je veux dire, à chaque fois, ça c'est notre plus gros budget, tout ce qui est eau et assainissement. Ensuite, la politique de mobilité, donc on a un nouveau programme donc, de réfection de chaussée. Donc là, il se poursuit. Donc on a plus de 550 millions de crédits qu'on va mettre sur ces réfections de chaussée. On a aussi donc la poursuite du réaménagement de la route du Port des Pointes qui continue donc avec les voiries, l'assainissement, les trottoirs, les stationnements, les cheminements piétons et ainsi que la végétalisation de l'axe. Ensuite, vous avez la poursuite du plan de rénovation des trottoirs du centre-ville, des quartiers nord et sud pour un montant de plus de 330 millions. Et on aura notamment un trottoir sécurisé au Wantoro, puisqu'on a eu pas mal de difficultés, comme vous savez. Alors, prolongement des pistes cyclables de Magenta jusqu'aux boucles de Tina. Ensuite, on va avoir aussi une passerelle pour cyclistes et piétons qui va enjamber le canal pour rejoindre le quartier de Ouémo à travers la mangrove pour un montant de 110 millions. Et je tiens à préciser que ce projet a eu le soutien financier de l'État à hauteur de 54 millions dans le cadre d'un concours national dont seule la ville a été lauréate pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ah, c'est bien de le dire quand même. De Laura, non ? Ensuite, on a la poursuite de la réhabilitation de l'immeuble Cheval pour un montant de 40 millions et la réfection des barques de l'aquarium pour un montant de 130 millions. Concernant la ville solidaire, donc là, on continue de soutenir les associations avec une enveloppe de 1,7 milliard et qui a été maintenue depuis 2014, malgré les contraintes budgétaires qu'on vous a déjà expliquées. Et pour ce qui concerne tout ce qui va être le plan annuel d'entretien et de rénovation des écoles, on met un montant de 304 millions, en incluant la poursuite du programme d'amélioration du confort thermique et le passage en liaison froide dans les cantines pour 9 écoles. Et après, je crois que c'est fini, hein, c'est Jean-Pierre, hein, voilà, 304 millions pour Jean-Pierre. Ensuite, on a le maintien de l'enveloppe dédiée à la démocratie participative. Et là, c'est toujours complètement dédié au conseil de secteur, au projet des habitants pour améliorer leur cadre de vie à hauteur de 100 millions par an. Et on l'a toujours fait depuis 100 millions par an. Voilà. Alors, je vais vous lire la conclusion. Mais là, vous l'avez dans la NES. Alors, au terme de la mandature 2014-2020, la physionomie de la ville a changé avec la réalisation de nombreux projets initiés par l'exécutif pour transformer Nouméa en une vraie capitale tournée vers l'avenir, avec la volonté de développer le vivre ensemble et améliorer le cadre de vie. Malgré les fortes contraintes budgétaires qui ont pesé sur la collectivité depuis ces dernières années, l'exécutif a maintenu le cap qui s'était fixé au début de la mandature en rationalisant les dépenses de fonctionnement pour pouvoir continuer à investir et dérouler son programme, tout en soutenant les entreprises calédoniennes dans un contexte tendu. De plus, les mesures de rationalisation de la gestion budgétaire ont permis à la ville de préserver sa situation financière au cours des 6 dernières années,
afin de faire face aux défis d'une nouvelle mandature. Et je finirai par remercier, j'allais dire, toutes les équipes de l'administration, tous les services, parce que sinon, sans eux, on n'aurait pas réussi à rationaliser ces dépenses. Ils nous ont vraiment, vraiment aidés. Et voilà, en termes d'action. Donc voilà, je tenais à remercier tout le monde, et puis ainsi que tous mes collègues. Voilà. Bien. C'est chaque fois la même chose. Vous êtes une vedette, Madame Chimanti, au sein du conseil municipal quand on a les débats d'orientation budgétaire. Mais je voudrais vous remercier parce que vos explications sont toujours claires et puis il y a toujours un brin d'humour dans quelque chose qui est extrêmement sérieux. Quelque chose qui n'a pas été dit, mais qui sera dit une fois de plus dans le budget que nous examinerons très bientôt. Ce sont les prévisions budgétaires qui étaient celles de la Nouvelle-Calédonie pour 2018 et 2019, avec en particulier pour 2019 un budget de la Nouvelle-Calédonie qui avait été prévu avec 4% de croissance et un rendement de la TGC qui n'a jamais été au rendez-vous, ce qui explique la baisse des ressources pour les communes et en particulier pour la ville de Nouméa. Donc c'est avec des budgets contraints dorénavant que nous sommes obligés de fonctionner. Je rappelle quand même que depuis le mois de septembre et jusqu'au mois de décembre, la Nouvelle-Calédonie nous a prélevé à la source pas moins de 110 millions par an pour arriver à 440 millions de trop perçus à cause de prévisions qui n'étaient pas les bonnes. Et ça, c'était pour l'année 2019, donc 440 millions qu'on vient de payer. Et comme il y avait un trop perçu aussi pour les mêmes raisons pour 2018, eh bien, nous avons eu 392 millions qui nous ont été annoncés, comme quoi il fallait absolument les rembourser. Donc, comme on a déjà perçu cet argent, on ne pouvait pas les prélever à la source. Et donc, la Nouvelle-Calédonie va émettre un titre de recette qu'on s'attend à recevoir dans les jours qui viennent. Donc, si on cumule les deux, on s'aperçoit que sur pratiquement un exercice et demi, eh bien, nous avons remboursé, ou nous aurons remboursé pas moins de 830 millions à la Nouvelle-Calédonie. Alors, 830 millions en moins dans un budget, c'est 830 millions en moins de travaux. Et c'est 830 millions en moins qui rentrent dans les entreprises calédoniennes. Parce que les travaux, on ne va pas chercher des entreprises de l'extérieur. On prend bien des entreprises du pays. Donc, en chaîne, on voit bien que ça met les communes en difficulté et que ça met aussi le BTP et un certain nombre d'entreprises calédoniennes en difficulté. Moyennant quoi, nous avons maintenu, comme l'a dit Christine, des investissements tout au long de cette mandature. On arrive à la fin de cette mandature, mais je tiens à dire quand même que nous avons injecté dans les entreprises calédoniennes 32,7 milliards. Et donc, c'est quand même pas rien. Et je tenais à le souligner. Et je tenais à mon tour aussi à remercier l'ensemble des services pour tous les efforts qui ont été demandés depuis que nous sommes arrivés en mairie. Des efforts drastiques. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait demander aux services en termes d'économie, parce que si on allait plus loin, eh bien, on aurait ou nous altérerions le service public, et ça n'est pas possible pour une collectivité, pour une commune. Donc nous sommes arrivés au bout de l'exercice. Il y a sans doute encore des efforts à faire, mais nous l'avons fait pour pouvoir avoir une marge de manœuvre en termes d'investissement. Si nous ne l'avions pas fait, alors nous n'aurions pas pu faire tout ce que nous avons fait. Voilà, je tenais à le dire. Christine a rappelé les sommes colossales qui sont injectées chaque année dans l'assainissement. C'est quelque chose qui ne se voit pas, évidemment, donc on ne sait pas. Mais c'est extrêmement conséquent parce que nous avons une ville qui n'est pas encore totalement assainie, avec des réseaux, je dois le dire, et c'est le cas de la route du Port des Pointes. Ce n'est pas juste une requalification comme ça pour faire joli. C'est qu'en dessous, on a des conduites qui sont usées, qui sont vieilles,
qu'il fallait absolument changer, avec des réseaux qui sont encore unitaires, et donc il faut passer en séparatif, parce que dès qu'on passe en séparatif, à ce moment-là, on peut raccorder les Nouméens, et c'est une obligation de se raccorder. Donc, vous voyez que on a fait le travail, mais ça a été le cas aussi pour tout ce qui est de la rue Bonaparte à Rivière-Salée, où là, on ne s'est pas contenté de juste requalifier parce que c'est le SMTU qui l'a fait, mais nous avons investi des centaines et des centaines de millions pour assainir la rue Bonaparte. Donc, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et il faut effectivement trouver les voies et les moyens de pouvoir continuer à faire tous ces travaux avec des ressources qui ne sont pas au rendez-vous. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie, Madame Chimenti, et je remercie l'ensemble des services à mon tour, mais je crois que le conseil municipal dans son ensemble s'associe à ces remerciements parce que de gros efforts ont été faits par les services depuis un certain nombre d'années. Voilà, nous allons engager la discussion générale sur ce débat d'orientation budgétaire. Qui souhaite intervenir? Madame Lagneau. Oui, merci beaucoup. La question est un petit peu pour Madame Chimenti. C'est juste pour comprendre ce que ça veut dire le ratio de 150%. Tout à l'heure, quand on a dit voilà, on va jusqu'à 82%. C'est le ratio demandé par l'AFD. Au niveau comptable. Ouais. Le ratio qui est demandé par les caisses prêteuses. On peut pas. Il correspond à l'encours en bancaire, si tu veux. Si tu dépasses tes 150%, tes caisses prêteuses, elles veulent plus te prêter, quoi. Tu vois. 150% par rapport aux recettes de fonctionnement annuelles. Ah, mais tu vois, Marc, si tu veux demander à Marc. Qui d'autre? Madame Corfanti. Oui, merci. Aussi une question très technique sur la page. Je n'ai pas retenu sur le PowerPoint, mais sur notre note explicative de synthèse, ça figure à la page numéro 3. Ça concerne la slide où vous faites apparaître les recettes, dépenses, taux d'épargne. Et pour le CA estimé de 2019, alors je ne sais pas si vous pouvez afficher le slide vert et jaune, le graphique vert et jaune où on voit recettes, dépenses, taux d'épargne. Dominique, s'il te plaît. Mais allez-y, Dominique. C'est comme ça qu'on vous appelle. Allez-y, monsieur le directeur des finances. Il faut retrouver la slide. On aurait dû nous distribuer les petits fascicules qu'on a tous les ans, mais là, on ne l'a pas. Donc, compliqué. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, vous avez une panne? Bien. Ne riez pas trop fort, hein, je ne sais pas comment on interprète la panne. Hein. Donc on ne peut pas projeter la slide. Néanmoins, vous l'avez chacun sur vos tablettes, c'est bien ça? Chacun et chacune. Donc quelle était la question, Madame Corfanti? Alors, sur le CA estimé de 2019, vous prévoyez, au niveau des recettes, 19 milliards 636 millions. On est bien d'accord? Vous avez tous les mêmes chiffres, on est bien sur la même... 19 milliards 636 millions. Ah non, ça. De la page. Oui, je te dis page 4, 3. D'accord? Or, si on se réfère au débat d'orientation budgétaire de l'année dernière, donc à la même époque, vous nous prévoyez des recettes de 19 milliards 456 millions.
Alors, la question que je me pose, c'est par rapport à la baisse du FIP courant de l'année, on arrive quand même à avoir des recettes qui sont supérieures aux prévisions de début d'année 2019. Alors, j'aimerais savoir comment sont opérées ces recettes nouvelles et d'où elles proviennent, parce que c'est intéressant de voir qu'on a pu absorber la baisse des 440 millions du FIP et avoir encore des recettes supérieures à celles qui étaient prévues en 2019. Mais il veut à tout prix la projeter peut-être. Excusez pour les questions, mais non, il n'y aura pas que celle-là. Autant que ça fonctionne. Attendez, Madame Chibanti, c'est 600 millions C'est les de 600 recettes millions en de plus. recettes propres qu'on a eu en plus. Qu'on a eu en plus entre 2018 et 2019. Si vous voulez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a eu une baisse de la fiscalité, une baisse de nos dotations, mais on a compensé par une augmentation de nos recettes propres. Donc, ce qui fait que la baisse du FIP, on a réussi à la surpasser par des recettes propres. Parce que l'année dernière, à la même époque, on était à 400 millions, à 19. Là, on a perdu 440 On a millions. gagné 600 millions sur l'année, par rapport à la prévision. On a perdu 440 millions en fin d'année, puisqu'il a fallu rembourser ça, le FIP, absolument. et on a fait plus 600 millions en recettes propres. Recettes propres. Voilà. Mais c'est pas normalement. Si on n'avait pas baissé le FIP, Madame Corfanti, vu qu'on avait plus 600 millions, on aurait continué à augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? C'était l'objectif des recettes propres, c'est bien d'avoir un plus, un mieux. Vous voyez le truc, quoi. Oui, oui. C'est bien pour ça que je vous pose la question, parce que en fait, en prévision en 2019, on était moindre que ce que vous nous prévoyez au CA. Donc, malgré la diminution, ce que je voulais comprendre, c'était on avait réussi à absorber la diminution du FIP, plus encore faire des bénéfices supplémentaires. Donc, c'est intéressant de le souligner pour cette partie-là. Parce que bon, si on arrive à absorber 440 millions, recettes propres, on a dû vendre des choses. Alors là, 2019, je prends ça. Il était prévu alors, attends, c'est pas sur celle-là que j'ai. Je crois que c'était de l'ordre de 19 milliards, 456 millions, je crois, quelque chose comme cela. Et là, vous êtes supérieur, vous êtes à 19 milliards. Donc c'est juste pour savoir comment vous avez pu opérer pour réussir à passer au-dessus de tout ça et avoir des recettes supplémentaires, ce qui est bien, ce qui est à souligner. Dominique, la différence, c'est les 400 millions en gros du FIP en moins, et les plus 600 millions de recettes propres qui ont été faites en cours d'année, qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui ont été faites grâce aux services en cours d'année, ce qui fait les 200 millions d'écart. D'accord. Là-dedans, est-ce qu'il est prévu aussi les cessions immobilières qui ont été effectuées pendant l'année? Les cessions immobilières qui seraient... D'accord. Donc, recettes exceptionnelles. D'accord. C'est exceptionnel. C'est important aussi de le souligner. Voilà. Je vais attendre... Quelqu'un... Pardon, vous aviez une autre question, Madame Corfanti? Oui, mais ça porte toujours sur les graphiques, donc si on ne les voit pas, on aura du mal à s'expliquer. Hein. Non, mais le problème, c'est que Dominique, lui, Je ne les a comprends pas que sous les les yeux. problèmes techniques... Alors attendez, on va régler parce que là, il y a un vrai souci. Il a toutes ses données sur son ordinateur. Je sais que s'il y avait... Et alors, vous ne pouvez pas basculer à côté pour que ça marche mieux, non? Non, mais c'est les deux appareils. Ah, les appareils? Et les appareils sont liés... Dominique, vous n'avez rien sur votre ordinateur? D'accord. On va poursuivre. Bien. C'est pas Alors, forcément poursuivons. dommage. Pardon. Madame Corfanti. Eh bien, merci. Alors là, je vais vous demander de prendre la page 5 pour suivre sur les tablettes. Bon, mais Dominique, vous prenez la page 5. Tant pis pour tout le monde à le... Oui. C'est dommage, c'était plus parlant sur les écrans. Ah ben oui, mais ça, c'est le genre de choses imprévisibles. Ça vous tombe dessus. Bien.
Alors, si on observe le graphique qui concerne l'encours et l'annuité de la dette, hein, vous voyez, le graphique bleu et rouge, et bien, on remarque une chose, c'est qu'on va parler de la mandature qui nous concerne, hein, 2014, étant donné que le budget avait été voté sous la mandature Jean Lec. On part de 2015, 2016, 17, 18, 19. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit que pendant les 2 premières années de cette mandature, la vôtre, Madame le maire, on n'a pas emprunté pour financer l'investissement. Et pourquoi on n'a pas emprunté pendant ces 2 années? C'est parce qu'on a puisé dans les excédents antérieurs. Je pense qu'il fallait à un moment donné le souligner. Et ça, c'est l'Observatoire des communes qui le précise. Donc c'est un peu grâce à cette situation qu'après, lorsque vous établissez une moyenne de l'endettement sur les 5 ans, ce n'est pas forcément sur 5 ans que s'est produit l'endettement, mais c'est surtout sur 3 ans. Ça part donc de 2007, 2018, 2019. On part d'un taux qui est donc à 38%, taux d'endettement, pour arriver à un taux d'endettement en 2019 à 67,4%, en 3 ans donc seulement, et qui s'établira à 71% à la fin de cette année. Alors cette progression du taux d'endettement, elle me semble très rapide et quelque peu préoccupante parce que si on en croit les perspectives des services, et ça je leur fais confiance, et des perspectives à 2 ans seulement, le futur programme d'investissement va être compliqué. Il n'est plus envisagé d'investissement à hauteur de 6 milliards, mais tout au plus à 5 milliards. Et ce n'est pas le DOB de 2020 qui nous annonce cela, mais c'est bien celui de 2019. Parce qu'avant même la diminution du FIP, il nous était indiqué, alors là je vais lire ce qui était indiqué dans le débat d'orientation budgétaire de 2019, la tendance observée sur le financement du programme d'investissement sur la période 2014-2018 devrait se poursuivre en raison d'une croissance limitée des recettes de fonctionnement de 2019 à 2022. C'est tout à fait vrai, puisque même elles ont diminué. Ainsi, pour un volume d'investissement de 5 milliards en moyenne, le financement par emprunt oscillera entre 45 et 52% en 2022. Cela signifie que pour la prochaine mandature, l'investissement sera majoritairement financé par l'emprunt et non plus par l'épargne, qui diminue considérablement, puisqu'on a vu que nous avons perdu 7 points entre 2014 et aujourd'hui, que l'encours de la dette augmentera considérablement, entraînant un taux d'endettement qui atteindra très rapidement les 100%. Et à cela s'ajoutera sans doute une diminution des recettes émanant des dotations et de la fiscalité, puisque si l'on s'en réfère aux données du dernier recensement, qui n'ont pas encore été retraitées, je vous le concède, mais malgré tout, fait part d'une diminution de résidents sur Nouméa. Donc, par effet, diminution également de nos recettes. Donc, je pense que dans ces conditions, le futur sera compliqué. Parce que je ne pense pas que la situation financière de la ville à la fin de cette mandature permettra à la nouvelle mandature de financer son investissement sans avoir recours à l'emprunt pendant les 2 premières années. Et enfin, je tenais à signaler que chaque mandature a apporté son lot de changements à notre belle ville. Certains projets engagés lors de la mandature précédente ont vu leur concrétisation durant cette mandature. C'est le cas du Néobus. Dans les infrastructures... Ah non, madame. C'est parce que... Alors, allez dire ça à d'autres, mais pas à ceux qui étaient à l'exécutif de la précédente mandature, s'il vous plaît. Le Néobus, il a été... Je peux vous dire que j'ai moi-même assisté à toutes les réunions pour le premier trajet de la première phase de Néobus. Donc, dire que c'est un projet que vous avez réalisé, non. C'est un projet qui a été fait lors de la précédente mandature. Les dépenses étaient engagées, le SMTU a été créé. Et vous en étiez à l'origine, sans doute aussi. Absolument. Nous n'étions pas à l'origine d'un tramway. Nous étions à l'origine d'un Néobus, madame la maire. Enfin, bon, alors ne jouons pas sur les mots. Allez-y, madame Confanti, terminez. Voilà. Donc, en parlant du Néobus, les infrastructures ont nettement amélioré la mobilité et le cadre de vie des Nouméens. Mais quels que soient les projets, le bien fondé de ces projets, je crois qu'il est important qu'ils ne doivent en aucun cas se faire au détriment d'une gestion saine des finances publiques. Et c'est là ma conclusion.
Très bien. J'imagine que c'est une déclaration de vote que vous venez de faire, Madame Corfantier. Il n'y a pas de vote, mais on va acter. Et donc, c'est bien dans ce sens que vous faites cette déclaration. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Quelqu'un souhaite intervenir? Madame Lagneau. Notre question, c'est concernant les recettes. Vous dites les prévisions intègrent la baisse de la dotation du FIP et les nouveaux revenus locatifs des quais ferries. Combien pensez-vous attendre de ces revenus des quais ferries et avez-vous déjà des activités qui seront présentes dans ces quais ferries? Les travaux, Madame Lagneau, ne sont pas terminés, et vous le savez autant que moi. Les locaux ne sont pas encore, bien évidemment, loués. Vous savez très bien que nous avons voté ici au conseil municipal de confier, puisque ce n'est pas la mairie de Nouméa qui va gérer, bien évidemment, et qu'on en est aujourd'hui à l'ébauche de discussions avec les retours qu'ont pu avoir les futurs gestionnaires. En tout cas, ce n'est pas une opération qui a été montée pour qu'elle ne rapporte pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si le secrétaire général ou secrétaire général adjoint pourrait vous préciser quelles sont les recettes qu'on va attendre, mais il est bien évident qu'à la fois il fallait dynamiser les quais ferries et il fallait offrir des espaces qui, je le redis ici, de façon à ce que ça ne soit pas mal interprété dans les temps qui viennent, qu'ils seront complémentaires du centre-ville et de l'activité qui existe aujourd'hui au centre-ville. Donc allez-y, Monsieur Jusiac. Les recettes attendues sont entre 70 et 100 millions par an selon le taux de vacances. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Madame Baquès. Merci Madame le maire. Merci à Madame Chimanti de cette présentation. C'est toujours un grand moment de plaisir d'écouter les débats d'orientation budgétaire avec Madame Chimanti aux commandes. Je voudrais vous remercier pour ces orientations budgétaires. Au-delà d'être budgétaire, évidemment, elle retrace les orientations politiques de ce mandat, alors d'une part dans le passé et d'autre part pour l'avenir. Pour ce qui concerne le passé, j'ai été élue il y a 6 ans, c'est mon dernier conseil municipal, je n'ai pas vocation à être réélue. Et j'ai été élue dans l'opposition et j'ai été réellement inquiète de la manière dont cette mandature se passerait. Et le constat, c'est qu'au final, on arrive au bout de cette mandature avec de vrais beaux projets qui ont été mis en œuvre pour la ville de Nouméa. Je pense au 5-Îles, je pense à l'évolution de Pierre Vernier, je pense à la piscine de Magenta, je pense à des projets plus récents comme la brigade qui a été mise en place pour la propreté de la ville ou tout ce qui a été mis en place en termes de sécurité. Et je pense qu'en politique, c'est important de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Je pense que c'est ce que vous avez fait dans ce mandat. En début de mandat, on était inquiet de ce que vous feriez au niveau budgétaire. Comme l'a dit Madame Corfanti, il faut le dire, la mandature précédente a laissé les caisses pleines. Et donc, on avait quand même des inquiétudes compte tenu d'un certain nombre d'engagements qui avaient été pris forts de la manière, de la situation dans laquelle les finances de la commune seraient aujourd'hui. Or, on constate que vous avez réussi à maintenir le fonctionnement à des niveaux parfaitement supportables et que finalement la commune finit ce mandat en n'étant pas endettée comme on pouvait le craindre. Pour finir, les orientations qui nous sont proposées correspondent, je crois, aux orientations qui sont attendues par les Calédoniens en matière de sécurité et en matière d'aménagement. Donc je voulais simplement, en ce dernier conseil municipal pour ce qui me concerne, vous remercier. Merci, Madame Baquès. Je voulais tout simplement vous dire qu'on va se retrouver pour un dernier, mais vous ne serez pas là. Je vous remercie. Alors, on n'en est pas à se complimenter mutuellement, mais je dois dire que sur le plan sécurité, je crois que je vais remercier publiquement aussi d'avoir été entendu par la province.
parce que sans l'aide de la province, en termes d'achat de caméras et de bien d'autres choses, si les communes, et là je vais parler au nom des communes, et heureusement qu'on a été entendu, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les problèmes de ressources, mais la province est aussi confrontée à un problème de ressources, on a été entendu. Je ne vais pas polémiquer ici, mais la commune de Nouméa avait été entendue il y a quelques années sur le plan de la sécurité, et puis elle n'a plus été entendue pendant une certaine période, parce que tout avait été coupé, et on est de nouveau entendu. Donc c'est quand même une aide qui est extrêmement précieuse, une aide financière, et qui nous permet de pouvoir faire beaucoup plus en termes de sécurité. Alors vous avez dit que les caisses étaient pleines. Elles n'étaient pas si pleines que ça. Je voudrais juste rectifier ça, si vous le permettez. On aura autant d'épargne à la sortie qu'il y en avait à l'entrée. Et à l'entrée, il faut savoir que sous l'ancienne mandature, ça vous fait rire, Madame Corfanti, mais sous l'ancienne mandature, vous aviez perçu sur 2013 et 2014 presque 2 milliards de dividendes de la SLN, ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Donc c'est avec ça que vous avez fait un magnifique pont où il y a des milliers de voitures qui passent tous les jours, n'est-ce pas? Et donc le pont Berthelot. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie, Madame Baquès. Voilà. Allez, bien, puisque plus personne ne veut prendre la parole, je vous propose de prendre la délibération qui vise simplement à acter qu'un débat a bien eu lieu au sein du conseil municipal. Donc pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous en avons terminé avec cet ordre du jour. Je vous rappelle que nous nous reverrons le 27... Oui, avant Madame Kaizé qui a fait son entrée dans le conseil pendant que nous étions dans la discussion générale. Et donc, on se retrouvera le 27 février à 18h pour le budget 2020 de la ville de Nouméa. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.